Bon, la guerre fait son retour sur le continent européen avec une violence qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Alors que nous sommes habitués à la paix, que les conflits nous semblent toujours très lointains, des villes sont aujourd'hui bombardées à un peu plus de 3000 km de chez nous. Alors Théo vous a proposé une vidéo sur la situation en Ukraine, mais d'un point de vue français, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays à la suite de ces événements. Mais aujourd'hui, on va cette fois-ci se focaliser sur la dimension européenne et faire le point sur tout ce qui a été fait en réaction à cette invasion russe en Ukraine. Alors je vous préviens tout de suite, je ne vais pas parler de l'OTAN, mais uniquement de l'Union européenne et de ses États membres. En effet, n'étant pas une spécialiste de cette organisation internationale, je préfère me limiter à ce que je connais, à savoir l'Union européenne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite contextualisation me semble nécessaire. Donc c'est parti, on commence. Pour comprendre où l'on est, il faut savoir d'où l'on part. Du coup, première chose à bien comprendre, c'est que l'Union européenne n'est pas une union militaire et n'a pas été conçue comme telle, contrairement à l'organisation internationale qui est l'OTAN. Alors il y a bel et bien eu des petites tentatives au début des années 50 pour créer ce qu'on appelait à l'époque la Communauté européenne de défense, mais le projet a été tué dans l'œuf par la France pour diverses raisons, mais je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Ainsi, depuis cet échec, la construction européenne a continué d'avancer, loin de l'idée de créer une défense européenne. L'OTAN était là pour protéger l'Europe avec le parapluie américain. L'Europe pouvait donc dormir sur ses deux oreilles, et c'est ce qu'elle a fait pendant pas mal d'années. Cependant, les événements récents en Afghanistan et le départ précipité des troupes américaines a été une première claque pour l'Union européenne. Je vous laisse donc imaginer l'onde de choc que provoque l'invasion russe en Ukraine. Car ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette invasion russe ne se déroule pas aux portes de l'Europe. Elle a lieu en Europe. L'Europe de la défense n'était donc qu'une chimère, mais depuis plusieurs années, le sujet revient sur la table, notamment poussé par la France, qui cherche à sortir l'Europe de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors si vous suivez un petit peu les événements actuels, vous avez dû sentir, saisir et vous rendre compte que cette guerre en Ukraine fait complètement évoluer les mentalités, et ce de manière assez dingue. Exemple le plus parlant, c'est l'Allemagne qui a toujours été opposée à sa propre militarisation, qui a décidé il y a quelques jours d'augmenter assez considérablement son budget pour la défense. Et il faut bien comprendre que ce changement de positionnement politique, c'est colossal pour l'Allemagne. En effet, ce pays est marqué par sa propre histoire et a toujours refusé de s'engager de près ou de loin dans un conflit, de peur d'être vu de nouveau comme un occupant. Alors on le répète à l'envi et ça énerve particulièrement les Frexiteurs. Bonjour. Mais l'Europe, c'est la paix. Et cette expression qui casse les noix de beaucoup de monde, car on considère cet argument comme extrêmement creux, il prend tout son sens aujourd'hui. Sans l'UE et évidemment l'OTAN, Poutine aurait pu décider d'aller bien plus loin pour reconstituer un empire russe dont il est très nostalgique. L'Union européenne, elle a été fondée pour maintenir la paix entre les différents États membres qui n'ont eu de cesse de se foutre sur la gueule pendant des années, pour ne pas dire des siècles. Ainsi, l'Union européenne n'est pas conçue comme étant une union militaire. Lorsque le sujet affaires étrangères ou défense arrive sur la table, c'est surtout pour se placer comme une Europe qui prône la paix, la diplomatie et le dialogue, ou encore l'aide humanitaire. L'UE, par exemple, n'a pas en sa possession une armée ou bien même du matériel militaire. Or, on observe avec cette guerre en Ukraine un changement total de paradigme. Fait complètement historique, l'Union européenne a décidé pour la première fois de son histoire d'acheter du matériel militaire, des armes létales, pour les fournir à l'Ukraine. C'est du jamais vu. Et ça démontre à quel point ce qu'il se passe aujourd'hui, à 3000 km de la France, est un tournant historique. Alors j'imagine qu'une question a dû vous effleurer l'esprit,
lorsque vous avez vu les événements en Ukraine. Que se passerait-il si la Russie décidait d'envahir un pays membre de l'Union européenne? Eh bien, même si l'UE n'est pas une union militaire, ce n'est pas pour autant une union de gros teubés. En effet, les traités européens prévoient ce qu'on appelle une clause de défense mutuelle. L'article 42.7 prévoit que, au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ainsi, si un des États membres de l'Union européenne subissait une invasion russe, eh bien tous les autres membres de l'Union européenne entreraient dans l'arène. Alors vous l'avez sans doute remarqué, l'article prévoit une interprétation assez large qui peut aller de l'assistance militaire, donc carrément entrer en guerre, à une assistance plutôt humanitaire. Ça permet notamment aux États membres qui mènent une politique de neutralité de pouvoir être aussi sollicités et inclus dans cette clause. Car vous l'avez aussi compris, cet article dit clairement que c'est une obligation de venir en aide au pays qui est agressé, et ce par tous les moyens. Alors pour bien comprendre aussi ce que peut faire l'Union européenne, eh bien, il faut se pencher sur ses compétences qui sont très clairement définies par les traités européens. Ce qui est le plus important ici, eh bien, c'est que les décisions en matière d'affaires étrangères se prennent par le Conseil européen, là où il y a les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au sein du Conseil Affaires étrangères où se réunissent tous les ministres des Affaires étrangères des différents États membres. Pour prendre une décision, eh bien, il faut l'unanimité, ce qui empêche parfois l'Union européenne de parler d'une seule voix au niveau international, et ce qui lui est souvent reproché d'ailleurs. Et en termes d'actions très concrètes, l'Union européenne peut prendre des sanctions à l'encontre de personnes physiques ou de personnes morales lorsqu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux, par exemple. Alors ça peut être le gel d'avoirs, un embargo commercial, des restrictions d'admission sur le territoire européen ou même la suspension de certaines liaisons aériennes. Mais revenons à l'Ukraine et à ce qu'a fait l'Union européenne concernant l'invasion russe. Donc sur la base des compétences que je viens de développer, eh bien l'Union européenne a pu agir par le biais de sanctions économiques, mais aussi sur la dimension humanitaire. Alors il faut savoir que les sanctions à l'encontre de la Russie ne sont pas nouvelles. En fait, depuis 2014 et l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, il y avait déjà plusieurs sanctions économiques à l'encontre de certaines entités ou personnes physiques. Avant même l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, il y a eu de nouvelles sanctions qui ont été prises. C'était le 22 février dernier, lorsque Poutine a décidé de reconnaître l'indépendance de 2 zones dans le Donbass. Ainsi, tous les députés russes qui ont voté pour cette reconnaissance-là, eh bien, ont subi des sanctions économiques avec par exemple le gel de leurs avoirs en Europe. D'autres individus et entités ont également été visés par ces sanctions et il y a eu des premières restrictions de l'accès de la Russie au marché des capitaux et aux marchés et services financiers de l'Union européenne. La semaine dernière, le 24 février, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Ce qu'il appelle une opération militaire va bien au-delà du Donbass, vous le savez. Toute l'Ukraine est concernée par l'invasion. L'Union européenne a réagi immédiatement par la tenue d'un Conseil européen extraordinaire. Encore une fois, le Conseil européen, c'est l'institution qui représente les chefs d'État et de gouvernement et qui décide des grandes orientations politiques de l'Union européenne. Et ce jour-là, le Conseil européen décide de nouvelles sanctions. De nouveaux ressortissants russes et entités sont visés par des sanctions économiques qui comprennent notamment le gel d'avoirs et lui coupent l'accès de la Russie au marché des capitaux et 70% des banques russes sont touchées par des limitations des flux financiers. Le Conseil européen décide aussi de l'interdiction de certaines exportations vers la Russie, notamment dans le secteur pétrolier, le secteur aéronautique, celui de l'industrie spatiale, mais aussi dans le secteur
technologiques. Et concernant les visas, eh bien la Russie se voit privée des facilités d'obtenir des visas européens. Toutes ces mesures ont été formalisées par le Conseil Affaires étrangères qui a réuni tous les ministres des Affaires étrangères de toute l'Union européenne. Mais ce Conseil Affaires étrangères va même plus loin puisqu'il décide d'ajouter Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, dans la liste des individus sanctionnés et dont les avoirs en Europe sont gelés. C'est assez énorme. Cependant, toutes ces sanctions n'apparaissent pas comme étant suffisantes et les critiques vis-à-vis de l'Union européenne sont assez sévères à ce moment-là. En effet, l'Ukraine avait demandé bien plus, et notamment l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Alors pour faire très rapide, eh bien SWIFT, c'est un système qui permet de faciliter les paiements et les transferts d'argent à l'international. Exclure la Russie de ce réseau, eh bien c'est considéré comme étant une arme nucléaire financière. Les 24 et 25 février vont être le théâtre de grosses discussions et négociations entre les États membres de l'Union européenne. En effet, on a plusieurs États membres qui sont réticents à l'idée d'exclure la Russie de ce système SWIFT. Parmi eux, on retrouve notamment l'Italie, la Hongrie, Chypre et l'Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne parmi les réticents? Eh bien du fait de sa dépendance énergétique à la Russie qui livre du gaz à l'Allemagne. Le projet Nord Stream 2 qui vise à acheminer du gaz directement entre la Russie et l'Allemagne est un petit peu le symbole même de cette hyper-dépendance vis-à-vis de la Russie. Et ce projet a été suspendu par l'Allemagne il y a quelques jours et ça fout une autre sacrée claque à ce pays qui avait basé toute sa stratégie énergétique sur le gaz russe et qui se retrouve dans la merde aujourd'hui. Mais il faut savoir que la pression sur ces États réticents a été de plus en plus forte. La Pologne par exemple s'est beaucoup mobilisée, la France s'est positionnée officiellement pour une exclusion de la Russie du système SWIFT, et même par exemple au niveau du Parlement européen et dans la société civile, il y a eu un gros lobbying pour que les États membres bougent sur ce sujet. C'est le 26 février que la décision tombe, et c'est massif. L'Union européenne annonce donc de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Coordonnée avec le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Union européenne décide d'exclure plusieurs banques russes du système SWIFT. Alors ce n'est pas une exclusion totale, mais c'est quand même suffisant pour faire beaucoup de mal à la Russie. Et surtout, ce n'est pas tout. Puisque l'Union européenne décide de geler les actifs de la Banque centrale russe en Europe, ce qui correspond à pas moins de 300 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du bordel. Cette décision mène la Russie dans une situation économique et financière très délicate. Alors ces sanctions sont formalisées par le Conseil Affaires étrangères qui s'est tenu le dimanche 27 février. Mais c'est pas encore fini. Ce même jour, l'Union européenne décide d'étendre ces sanctions à d'autres oligarques russes qui sont proches de Vladimir Poutine. Autre décision, Russia Today et Sputnik perdent le droit de diffuser dans l'Union européenne. Et les compagnies et jets privés russes n'ont plus d'accès à l'espace aérien européen. Alors je ne vous apprends rien, lorsqu'une guerre éclate, elle génère forcément une crise humanitaire majeure. Et l'Ukraine ne fait pas exception. Et l'Union européenne n'a pas attendu pour mettre sa machine en branle. Le mécanisme de protection civile a été très rapidement activé, permettant donc d'enclencher tout un processus d'envoi de matériel à destination de l'Ukraine. Alors on n'y pense pas forcément, mais dans le cadre d'un conflit pareil, bien les produits de première nécessité se font vite rares. Ainsi, l'Union européenne achemine depuis plusieurs jours des produits de première nécessité allant de la nourriture, évidemment, à des médicaments, des trousses de premier secours, des vêtements, mais aussi des tentes pour créer des abris, notamment dans les pays qui accueillent des réfugiés. Et on achemine aussi des produits comme du matériel pour lutter contre les incendies, des groupes électrogènes ou même encore des pompes à eau. Et une aide humanitaire à hauteur de 90 millions d'euros a également été activée par l'Union européenne pour faire face à la crise humanitaire en cours. Alors un des enjeux et une des conséquences de cette invasion russe en Ukraine
eh bien c'est évidemment le déplacement massif de la population ukrainienne. Alors vous le savez, la situation évolue très vite, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, les chiffres ne sont peut-être plus d'actualité, mais lorsque je la tourne, pas moins de 500 000 Ukrainiens ont déjà quitté l'Ukraine pour aller se réfugier dans les pays limitrophes. Les réfugiés se dirigent principalement vers la Pologne, qui a accueilli plus de 200 000 personnes déjà, mais aussi vers la Hongrie ou encore la Moldavie. Ces pays font preuve d'une solidarité assez incroyable à l'égard des Ukrainiens, surtout quand on se rappelle les positions de pays comme la Hongrie vis-à-vis de l'accueil de réfugiés après la crise de 2015 au Moyen-Orient. L'Union européenne a très rapidement indiqué que, évidemment, les Ukrainiens étaient les bienvenus dans l'Union européenne pour pouvoir se réfugier. Autre élément très important sur la gestion de cette crise humanitaire, eh bien, c'est que l'Union européenne a décidé d'activer la directive protection temporaire. Alors évidemment, comme ça ne vous parle pas et vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tout à fait normal. Mais en gros, ça permet de donner une protection immédiate et temporaire à toutes les personnes déplacées du fait de situations intenables dans leur pays, donc par exemple une guerre. Avec cette protection temporaire, eh bien, les Ukrainiens qui arrivent dans l'Union européenne vont pouvoir se voir attribuer un titre de séjour qui sera valable pendant toute la durée de cette protection. Actuellement, on parle d'une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, pour vous donner un petit peu une vision de tout ça. Et donc les bénéficiaires de cette protection temporaire, en plus d'un titre de séjour, auront le droit d'exercer une activité professionnelle, d'avoir accès à une formation professionnelle, à un logement, à des aides sociales ou financières, ou encore à des soins médicaux. Évidemment, ils pourront déposer une demande d'asile. En fait, cette directive protection temporaire permet de s'adapter de manière très rapide à des situations de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. Alors cette directive n'inclut pas de clé de répartition de ces personnes protégées entre les États membres, mais il ne fait quasiment aucun doute que tous les pays de l'Union européenne vont participer à l'accueil de ces réfugiés ukrainiens. Même la Hongrie accepte. Pour vous dire. Alors vous l'avez certainement vu passer, le président ukrainien a fait une demande d'adhésion officielle à l'Union européenne. Si vous suivez de près les événements, vous avez dû voir que le président Zelensky a fait à plusieurs reprises cette demande dans ses communications, notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est évidemment une communication politique très maligne qui démontre que l'Ukraine a fait le choix de l'Europe face à l'envahisseur russe. Alors de son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est montrée ouverte sur ce sujet, indiquant par exemple que évidemment que le futur de l'Ukraine était au sein de l'Union européenne. Et cette ouverture est tout à fait logique. Face à la montée de l'agressivité de la Russie, eh bien l'Union européenne veut tendre la main à un pays qui n'a de cesse de montrer son attachement à l'Europe et aux valeurs de l'Union européenne. En effet, il ne faut pas oublier qu'en 2014, lorsque la Russie finit par annexer la Crimée de manière illégale, il y a eu une révolution importante des Ukrainiens dans les rues et sur la place Maïdan. À ce moment-là, les Ukrainiens veulent se rapprocher de l'Europe et manifestent pour que l'accord d'association avec l'Union européenne soit signé, alors que le pouvoir ukrainien subit de fortes pressions venues de la Russie. Car oui, la Russie ne veut pas de ce rapprochement, pourtant souhaité par un peuple souverain. Alors je préfère prévenir tout de suite, mais cette adhésion ne se produira pas dans les jours ou semaines qui suivent. Et contrairement à ce qu'on peut parfois lire sur les réseaux sociaux, non, l'Ukraine n'est pas devenue membre de l'Union européenne le 1er mars. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, you know, I'm so happy. Yes. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. En effet, il faut bien avoir en tête qu'adhérer à l'Union européenne, ce n'est pas anodin du tout. Et ça nécessite une préparation énorme. À titre d'exemple, eh bien, la Croatie avait demandé à adhérer à l'Union européenne en 2003
a obtenu le statut de candidat officiel en 2004 et n'est finalement devenu membre de l'Union européenne qu'en 2013. Donc vous voyez, ça prend du temps. Parce qu'en fait, il y a plein de critères à remplir pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Des critères politiques, des critères économiques, il faut être en capacité d'absorber l'acquis communautaire. Et aussi, on ne peut pas faire adhérer un pays à l'Union européenne tant qu'il n'est pas dans une situation politique stable. Alors il y a peu de doute sur le fait que l'Ukraine, si elle arrive à rester indépendante et souveraine, finira par adhérer officiellement à l'Union européenne et en devenir membre à part entière. Le premier geste que peut faire l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine, eh bien, c'est de lui accorder le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Et ça, cette décision, elle revient au Conseil européen. Et franchement, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. Et sur une note un petit peu plus légère, puisque la légèreté manque un petit peu à cette vidéo, eh bien sachez que la Russie s'est fait joyeusement virer de l'Eurovision, ce qui nous permettra de ne pas supporter la propagande russe en chanson et qui laissera le Bélarus très démuni, sans savoir à qui donner ses 12 points. Alors cette vidéo est suffisamment longue, donc je n'ai pas développé ici les conséquences des sanctions économiques prises par l'Union européenne, conséquences sur la Russie mais aussi sur l'Europe. Il ne faut pas être naïf. Les Européens ici ont fait un choix, soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte, plutôt que de laisser Poutine s'enfoncer dans sa folie meurtrière sans aucune conséquence. Alors Poutine, qui pensait affaiblir l'Europe et l'Occident qu'il conchit à l'envi, aura en fait réussi l'exploit de provoquer l'extrême inverse, à savoir une forte unification de l'Union européenne. L'Union européenne a pratiquement plus avancé en l'espace de 4 jours qu'en plusieurs années. Donc présenté par ses fans comme un éminent stratège, bien Poutine a surtout démontré à quel point il est arrogant et un peu con. Bref, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu et qu'elles vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair sur la situation après l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Je vous dis à bientôt sur WIP et je vous fais des bisous.